Alors, l'enregistrement est lancé. Delphine est lancé, s'élance, prend sa lance et invite qui veut bien se lancer à nous raconter quelques inhabitudes émotivationnelles symétriques qui ont été vécues ces derniers jours par vous. Un grand silence. Qui se lance dans le silence? Moi, je veux bien commencer. Vas-y. C'est pas une expérience forcément très drôle, mais j'ai vraiment pu expérimenter quelque chose qui m'a semblé intéressant. J'ai traversé un deuil sur les 15 derniers jours et c'est un ami d'enfance. Donc, évidemment, beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs qui remontaient. Et j'ai souhaité utiliser ce contexte pour justement expérimenter des émotions non pas contradictoires, mais contraires à ce qui me submergeait à ce moment-là, ou en tout cas parallèles ou autres. Et ce qui a fonctionné, c'était de mettre une musique que j'avais l'habitude d'écouter avec mon ami, qui au départ m'a fait beaucoup pleurer. Et petit à petit, en fait, j'ai essayé de travailler ou de faire remonter les émotions positives, ou en tout cas agréables, que j'avais pu connaître avec lui. Et à travers ce contexte de musique, j'ai pu, à un moment donné, effectivement, travailler quelque chose de plus joyeux à travers le deuil. Ça peut sembler paradoxal, mais ça a été vraiment un travail utile aussi. Donc en écoutant cette chanson, c'était une chanson, au fur et à mesure de l'expérimentation et du travail, les pleurs n'étaient plus étaient transformés et la tristesse, l'émotion de tristesse est devenue une émotion de joie à travers les souvenirs que j'avais pu avoir avec cet ami et à travers aussi l'écoute de cette musique. En termes de neurofonction, tu étais sur la neurofonction 21, donc en relation avec le son. La mémoire du son, et puis est-ce qu'on peut parler aussi de la neurofonction 17 avec l'affect, le souvenir de ce que j'avais vécu avec cet ami? Oui. Donc là, concrètement, c'est effectivement la mémoire du son qui intervenait en premier lieu, mais qui a fait remonter tout ce qui était lié au souvenir, l'affect véritablement lié à ce que j'avais vécu. Pardon ? En l'occurrence. Affect visuel en l'occurrence. Oui. Oui, visuel parce qu'en plus, c'est un souvenir lié à une séance de cinéma. Donc, il y avait tous ces éléments-là qui entraient en compte. Oui. Et alors, qui d'autre alors nous raconterait les capacités à travailler à justement inverser une émotion qui vient nous submerger à nos rythmes? Alors, moi, j'ai auto-observé dans le sujet, mais en même temps, j'ai aussi auto-observé la réponse. Il s'est passé en moi une pensée qui sépare le stoppage
de l'interruption. Enfin, en moi, se sont pensés les deux mots stoppage et interruption. Et en fait, quand le stoppage était, on va dire, généré par le pilote dans la machine, il était plus facile de travailler sur la neurofonction et motivationnelle opposée. Alors que quand la machine était interrompue, par exemple, un exemple concret, c'est je conduis un scooter. Il y a beaucoup d'opportunités pour des gens qui font n'importe quoi sur la route. Et récemment, j'ai eu deux cas assez chauds en termes de. On a frôlé un accident parce que quelqu'un m'a coupé la route. Donc là, c'était plus une interruption qu'un stoppage. Mais au moment où ça s'est passé, il y a eu un stoppage, c'est-à-dire que je suis passé en mode colère très intense. Enfin, la machine en moi est passée en mode colère très intense. Mais néanmoins, il y a eu un stoppage, c'est-à-dire que j'ai réussi à auto-observer que bon, c'était très évident. Hein, il y a eu le stimulus euh, tension corporelle, visuelle, enfin la totale, tous les sens étaient en éveil. Et dans cet événement particulier, c'est que ce n'est pas une expérience que j'ai créée, mais qui s'est manifestée face à moi. Il s'est passé une suite une chaîne de réactions, c'est-à-dire qu'il y a eu le stoppage. Je me suis dit à ce moment-là, enfin, le pilote a dit à la machine à ce moment-là, tiens, essayons la neurofonction motivationnelle opposée. Donc, j'ai dit à ma machine, j'ai essayé de penser à quelque chose de joyeux, mais tout ça s'est passé en microsecondes. Hein, et juste après, il y a eu une réaction corporelle, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment, la machine a dit, je vais hurler. Donc, il y a eu hurlement, parce qu'il fallait gueuler le fameux, enfin, la fameuse insulte qui va bien en passant à côté. Et après, j'ai repris le contrôle de la machine, c'est-à-dire que je suis repassé, donc il y a une auto-observation dans l'auto-observation. Donc, j'ai pas réussi à, on va dire, stopper l'émotion. Je crois que tu disais destructrice, c'est ça, Oui. l'émotion destructrice. Mais j'ai réussi à capter la séquence d'événements qui ont suivi. Et après, par contre, je pense que par expérience passée, dont je me rappelle, en tout cas, se rappellent en moi les expériences passées de ce genre d'événement, le temps entre l'événement qui arrive et le moment où la machine se calme, se relaxe, était quand même accéléré par l'intervention de l'auto-observation et donc de l'expérience elle-même qui disait pense à quelque chose je sais pas, je vais penser à ma famille ou quelque chose de sympa qui s'est passé dans l'heure qui a précédé. Donc c'est neurofonction 17 comme Carole. Au niveau, tu veux dire au niveau du stimulus ou au niveau de la réponse tu veux dire pour contrecarrer l'émotion destructrice? Oui, Ouais. c'est du 17, la neurofonction 17 comme Carole. Beaucoup, ouais. Une image de ta famille, une image. Beaucoup, oui, beaucoup 17 et je dirais que le contexte, tu es en scooter, l'attention est quand même très axée sur la neurofonction, enfin, 3, en gros 3, 10, 17 parce qu'on est sur la route et donc il y a prépondérance effectivement à ce moment-là. Ce qui est aussi intéressant que tu m'exposes ça parce que je me rends compte a posteriori que dans le contexte, c'est effectivement la vision qui est très prépondérante dans ce contexte-là. Ce qui me paraît extrêmement intéressant aussi, c'est le passage justement stade 1, il y a l'automate, soudainement un événement, stade 2, on se réveille, et puis après, il y a le stade 3, justement, quand tu expliques la colère monte en moi, et là, je prends conscience que ça ne va pas changer la donne, et donc je vais explorer l'anticolère. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment ça qui nous permet d'avancer dans la vie, parce que très souvent,
on a déjà dépassé le moment de la colère. T'étais un scooter, tu aurais pu être mort ou les jambes brisées, mais t'es toujours vivant. Donc là, ce serait plutôt de la joie de dire ah, tout va bien. Ouais. C'est ça. Et l'autre expérience euh, que je conduis assez fréquemment, parce que c'est dans le cadre du travail et que ça arrive malheureusement assez souvent dans une journée donnée, c'est la tension. Pareil, c'est assez constant sur tous les types de neurofonctions, dont 1, 8 et 15. Et alors là, par contre, je suis plus en position de contrôle puisque je suis assis devant un bureau, donc il y a moins de stimulus externe, ou il n'y a pas de danger, on va dire. Et donc, plus d'interruptions, mais moins, on va dire, moins violentes, enfin moins. Ça fait moins pic, ça fait moins d'Irak pour les connaisseurs, mais donc plus d'interruptions, plus de stoppage. Et effectivement, très régulièrement, donc on part encore une fois sur la refonction 17, c'est-à-dire que je vais visualiser. C'est assez récurrent. Donc il y a la famille, encore une fois, il y a ma femme. Et des fois, je pars j'essaie d'étendre comment on dit ça, le panel d'options, on va dire, pour justement contrecarrer une émotion un peu destructrice. C'est un moment que j'ai passé avec le chat du voisin où on était assis au soleil. J'ai passé 5 minutes à juste être assis là à côté d'un chat, rien regarder, ne pas regarder mon téléphone, être juste présent et écouter être visuellement avec le chat, mais entendre le chat ronronner et puis avoir une présence. Donc, j'utilise différentes techniques ou mémoires pour contrecarrer et ça marche beaucoup plus facilement. Et il y a un état, j'ai noté un état, enfin j'ai auto-observé plutôt un état on n'est pas dans un état de zen, mais un état de calme, quand même beaucoup plus prononcé et contrôlé Parce dans que l'environnement de travail. il y a un élément que Carole n'a pas dit et qui m'a interpellé, c'était dans ta narration initiale, justement, le moment du temps suspendu. C'est-à-dire que tu pourrais être pris dans les événements, tu te dis non, je vais stopper tout ça. Donc il y a un interrupteur extérieur, comme tu disais. À l'intérieur, ce système GABAergique, il y a un interrupteur, un système d'inhibition qui s'installe. Quand il y a eu ce stoppage intérieur face au stoppage extérieur, si je puis dire, il y a la possibilité de se dire maintenant, on va tenter l'expérience dont tu as parlé, justement, on inverse le type d'émotion, et l'émotion destructrice remplacée par une émotion constructrice, mais il y a un moment où tu nous montrais justement que tu étais dans l'observation du temps qui s'écoulait. Ça, c'est extrêmement intéressant pour moi, parce que c'est ce que j'ai remarqué tout le temps concernant, même dans le livre Neuroconnectique base neurale, le passage du stade 1 au stade 2 de veille, où il y a ce ralentissement du temps, alors qu'à l'intérieur, on a l'impression que ça va plus vite. On comprend mieux ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et à l'extérieur, on a l'impression que c'est relax, c'est zen. Et ce qui est très interpellant, c'est que là, j'ai l'impression que ça s'est prolongé chez toi quand tu arrivais au stade 3, quand tu décidais, quand quelqu'un en toi, justement, le pilote, le vrai toi, le vrai jeu, qui se réveillait et qui disait maintenant, je veux plutôt observer ça, je décide de modifier le système. Alors, j'aurais volontiers une question pour Carole. Est-ce que toi, tu as aussi cette sensation, sentiment de ralentissement à un moment donné quand tu passes au stade 3 notamment? Alors, c'est vrai que j'étais pas vraiment dans un état, on peut dire, où je voulais expérimenter. Donc, c'est venu à moi et j'ai été un peu surprise par la façon dont ça s'est manifesté. Parce que je vivais le deuil et clairement, je pensais pas du tout à expérimenter quoi que ce soit. J'ai envie de dire, j'étais présente à ma douleur. Ça faisait
ça faisait du bien à ce moment-là parce qu'il y avait un vrai manque. Donc, j'ai pas eu j'ai pas pris de décision d'opérer un stoppage et de remplacer cette émotion inconfortable par une émotion plus confortable. C'est à force de répétition, c'est la répétition qui pour moi a été un élément déclencheur comme une forme de stoppage. Donc quand je parle de répétition, c'est l'écoute de cette chanson. Donc il y a un élément de temps qui est important, mais plus dans la répétition et dans le fait que j'écoutais cette chanson un peu en boucle. Mais au départ, c'était presque pour me faire mal. Alors là, il y a double punition avec le fer, mais pour provoquer une douleur presque encore plus intense en écoutant cette chanson. Et le stoppage est arrivé, enfin, n'est pas arrivé, pardon. C'est parce que j'ai pris conscience du fait que je tournais en rond un petit peu dans cette douleur, que j'ai décidé à ce moment-là d'observer ce qui se passait et de pouvoir installer quelque chose, mais ça a été plus comme une forme d'expérience oui, de répétition. Je n'arrive pas forcément à exprimer comment ça s'est passé. Et par rapport au temps qui passe, finalement, j'ai eu l'impression que quand je tournais en rond dans l'émotion de tristesse, c'était très long, très, très, très lent. Et au contraire, à partir du moment où j'ai pu compenser ou en tout cas remplacer cette émotion, c'était une forme il y a eu une forme de légèreté et de temps qui s'accélérait. Donc c'est un peu contraire à ça me semble un peu contraire à ce que tu disais, mais c'est plus comme si le poids de l'émotion ralentissait les choses autour de moi. Alors, ce qui me paraît extrêmement intéressant, initialement, sans épiloguer sur la question de répétition, bien qu'évidemment, plus on répète, on pense aux travaux de Donald Hebb en neurobiologie, plus on répète un processus, plus on en prend conscience qu'au bout d'un moment, on est lassé de ce qu'on entend ou voit, enfin de la répétition, de ce qu'on pense, ce qui se passe en nous. Et donc, on se dit, mais pourquoi, comment je vais sortir de là? Et c'est là qu'on peut avoir un moment d'éveil de stade 2 qui observe ça et qui dit, bon, maintenant, il faut bouger, et on arrive à un éveil de stade 3. Mais par contre, c'est intéressant, pour moi, c'est de nuancer par rapport à Amaury. Amaury, c'est un processus volontaire, là, c'est un processus intentionnel. C'est-à-dire que dans les deux cas, ça nous tombe dessus. On nous apprend un décès, on est presque, nous, en train de décéder sur un accident à moto ou à scooter, mais chez toi, c'est ton cerveau qui cherche dans ses ressources, qui dit, tiens, il y a une ressource récente, justement, en termes de neuroconnectique, pouvoir se dire comment je peux chercher une symétrie à mon habitude émotionnelle. Et là, il y a une inhabitude symétrique qui apparaît. Mais alors que chez Amaury, c'était complètement volontaire. C'est intéressant comme nuance. Je ne sais pas si Serge... Oui, ce que je voulais ajouter, c'est pour ce qu'a dit Amaury sur son deuxième exemple, quand il est au travail, et notamment, je pense, quand il est en conférence, en visioconférence. Là, j'ai apprécié parce que maintenant, il nous parle de stoppage dans son activité professionnelle, c'est-à-dire quand il est en visioconférence maintenant et qu'il nous a parlé notamment de la neurofonction 15,
il se gère avec des stoppages. Il va gérer donc cette neurofonction 15, des contractions émotionnelles en fonction de l'environnement, de lui-même et de l'environnement. Et donc, voilà, c'est un bel apport. Alors, si je me tourne vers Aurélie, tu as dit que là, tu n'as pas trop travaillé tout ça, donc on passe, où tu as quelques idées, observations. En écoutant les témoignages, les expérimentations, j'ai pensé à un exemple. Et donc, c'était pour un oral du type un peu dans le même genre que pour passer une école doctorale. Donc, je devais présenter mon projet scientifique. Et après la présentation, on place à la discussion. Et là, les jurys me tombent tous dessus. Ils trouvent les petites bêtes, les petites limites de mes projets. Et je me rappelle qu'une des jurys, elle prenait un ton assez sévère et aussi un petit peu ironique, comme si mon projet n'avait pas de sens. Et donc, j'ai tout de suite ressenti une contraction émotionnelle. Et j'avais envie de répondre avec le même ton ironique aussi. Et sauf que là, inconsciemment, je me suis stoppée. Et je me suis représentée. Là, c'est plutôt, je pense, la neurofonction par rapport au repère spatial corporel. Et en me représentant dans cet espace, j'ai pu calmer cette tension émotionnelle. Et là, j'ai pu trouver en même temps une réponse qui allait convaincre les jurys tout en employant un ton chaleureux, gentil, on va dire professionnel. Une refonction 16. Oui, tout à fait. Oui, parce que la 2, ça correspond à la 16, hein, c'est toujours l'espace, mais là, c'est plus l'espace seulement corporel, mais c'est l'espace émotionnel. Donc, ça, j'ai raison de te dire ce petit élément de précision. Et après, j'ai un autre exemple, mais ça, je le faisais. Tu le vivais? Je le vivais, exactement, merci. Donc, c'est toujours par rapport au cours, comme il y a certains sujets qui ne m'intéressent pas forcément. Et donc, je peinais à prendre ces cours et je restais donc dans cette tension émotionnelle et aussi tension intellectuelle. Mais inconsciemment, j'ai pu à ce moment-là auto-observer et puis stopper cette tension émotionnelle et intellectuelle, tout simplement en reliant ce sujet que je n'aimais pas avec mes propres centres d'intérêt pour pouvoir justement changer cette tension émotionnelle. Et vu qu'on retient mieux les informations quand on l'associe avec une émotion positive ou négative, donc j'ai pu constater que ça me permettait de mémoriser plus rapidement mes cours. Alors Stéphane, as-tu trouvé parfois, cette fois de l'autre côté examinateur, dans le jury, en train de massacrer de malheureux thésards ou malheureux mastérants? Si on parle de ce sujet-là, oui, ça m'est arrivé d'être en jury et connaissant un sujet en particulier, la maîtrise des risques, entendre ma biopsychomachine se mettre dans une colère très forte par rapport à un étudiant qui manifestement ne connaissait pas son sujet, mais par différence, par le fait que j'ai eu un parcours important dans ce domaine-là. Et donc, me rappelant de mon parcours et de mes connaissances apprises pendant pas mal d'années, à ce moment-là, j'effectue un stoppage pour rester le moins en colère possible. Et ensuite, ma stratégie, c'est généralement, ma biopsychomachine, c'est qu'elle transforme la colère en énergie pour trouver
une question qui va faire évoluer la connaissance de la personne qui est étudiante. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pratiqué, que je pratique moins maintenant, mais que je pratique. Alors, pour revenir à la 15, je crois, c'est contraction des contractions. Moi, ce qui me semble important, même par rapport à ce qui a été dit, c'est la question de la colère et la question de la tristesse. Parce que dans la colère, il y a si on parle du rapport au temps, il y a une vitesse qui est extrêmement c'est difficile. En fait, c'est difficile à si c'est une grande énergie, grande colère, c'est difficile à stopper. Par contre, à l'inverse, c'est que dans une tristesse, par exemple, nostalgique, ça peut être très lent. Donc ça serait connecté, par exemple, à l'écoute d'une chanson. Moi, ça me pose beaucoup de questions, ça, ces histoires d'affect connecté aux chansons. Mais ça peut être pour le coup, le temps, c'est beaucoup plus lent et ça fait un peu comme si on tombait. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus difficile à gérer parce que le temps que je prenne conscience de ce creux, en fait, le temps s'écoule et par la répétition, justement, de cette nostalgie, en fait, pour moi, ça tombe. Et ça va vers des aspects plus, je ne sais pas comment le formuler, mais plus existentiels. Et à ce moment-là, pour moi, c'est extrêmement difficile d'effectuer une transformation, un stoppage et une asymétrie, parce que quelque part, je pense que comme c'est une répétition, c'est quelque chose qui est engrammé. Et donc, c'est difficile de le déprogrammer. Voilà, c'est très difficile, en tout cas pour moi. Après, bon, j'ai essayé de substituer, mais alors il y a une autre observation par rapport à ça, parce qu'on parlait de la vision, donc c'était la 17, je crois. Et en fait, pour moi, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la vision, c'est pas un moyen qui va me permettre de sortir de cette nostalgie, par exemple. Il va falloir que j'utilise un stratagème plus lié au corps. C'est-à-dire il faut que ça soit un ressenti proprioceptif. Et donc, je ramène dans ma mémoire, par exemple, un souvenir je sais pas, je fais de la planche à voile avec force 7, avec une position du corps et une sensation. Mais le visuel n'est pas là. Pour moi, il y a pas de... Ce n'est pas connecté à, je ne sais pas, une image. Ça ne fonctionne pas pour moi. Donc c'est une particularité que j'ai auto-observée dans ma propre mémoire, ma propre psychomachine. Je suis beaucoup plus proprioceptif que visuel. Ce qui est très intéressant aussi dans ce que tu dis, et justement par rapport à ce que venait de dire Aurélie, c'est qu'on s'aperçoit dans les deux cas qu'il y a un moment, il y a une connexion avec des mécanismes, des programmes intellectuels, justement pour anticiper, pour y avoir telle catastrophe, donc je vais aller vers là. Bon, Aurélie, elle finissait à nous dire, maintenant je vais prendre quand même, alors qu'il y a des guerriers, je suis énervé, je vais prendre un ton chaleureux, carrément, hein, c'est le mot que tu as employé, et chez toi, ce qui est interpellant, c'est le côté, justement, bon professeur, c'est-à-dire pédagogue qui se dit, bon, l'étudiant la m'énerve au point, mais j'ai trouvé un moyen pour l'aider à rebondir, à réfléchir, à restructurer ses idées. Et c'est ce petit aspect intellectuel qui paraît assez intéressant, mais qui est quand même une dérivée sur le plan émotionnel, motivationnel. Là, justement, on est sur les neurofonctions, notamment la 16, j'y pense beaucoup, la 15 aussi, c'est-à-dire on va trouver, alors c'est un peu dans ce que tu disais aussi, ce qui s'est dit avant, il y a comme un regain d'énergie. Oui, il y a ça. En fait, il y a ça. Moi, ce dont je me rends compte, c'est comme d'un côté, ça prend de l'énergie, ça pompe de l'énergie, comme une pompe. Là, tu parlais des pompes, je sais pas. Les pompes à protons, ça pompe de l'énergie. Et de l'autre côté, si vraiment on arrive à constater ce mouvement, en fait, on peut le transformer et
transformer en énergie entre guillemets positive, je sais pas comment dire. Mais sauf que c'est très difficile d'entendre ça. D'abord de constater qu'on est en train de perdre de l'énergie, c'est pas quelque chose d'évident parce que c'est assez souterrain. En tout cas pour moi c'est souterrain. Bah, surtout on n'est plus là, l'émotion, c'est pas un problème de l'émotion. Elle nous aspire, on n'est plus là, on est pris par l'émotion, et pouvoir avoir soudainement une partie de soi qui se réveille, qui dit je suis pris dans l'émotion, et qui se disent il faut trouver une solution, et qui se dit je reprends l'énergie pour aller dans l'autre sens, et je découvre dans quel sens je vais, et je m'y mets, beaucoup de paramètres. Oui, il y a un mouvement en fait, il y a un mouvement qui part comme ça. Oui, ce que tu as dit en rapport avec le corps, et donc une mémoire corporelle lorsque tu es sur la planche à voile. Donc ça, ce serait peut-être du 19, une neurofonction 19 liée à la posture corporelle. Et j'aimerais savoir si tu as pu le capturer, comment ça t'advient. Donc il y a une vision ou alors une mémorisation, tu te revois sur la planche. Il y a une sensation en première personne, voilà, avec une position des mains, une sensation des pieds, et le vent et la chaleur aussi. D'accord. Donc c'est une perception corporelle tout à fait, c'est du geste. Donc c'est spatial, mais c'est spatial, la position spatiale de mon corps dans une situation dynamique. Parce qu'en fait, c'est dynamique, c'est pas quelque chose de figé. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est pas figé. Alors, est-ce que des sourires, est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter ceci ou cela Vous avez raté le stoppage de Skype qui, je ne sais pas pourquoi, a montré des ballons sur mon image. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je les ai pas, les Fun Million Ballons, mais... Je note que Carole l'a vu parce qu'on a rigolé ensemble. Je voulais rajouter quelque chose que j'ai oublié de détailler ou qui vient de se rappeler en moi. C'est que l'exercice était beaucoup plus propice à la symétrie émotivationnelle quand un événement, on va dire, quand une émotion destructrice se manifestait, c'est-à-dire peut-être un accident ou voilà, une tristesse. Et j'ai tenté l'expérience dans l'autre sens, c'est-à-dire avec, je sais pas, on va dire en famille ou avec quelqu'un avec qui j'aime partager mon temps. Et dans un moment chaleureux, où tout va bien, on se sent bien, de stopper la machine et de dire tiens, je vais penser à un événement, à quelque chose de triste. Et en fait, il y a comme une espèce de... en fait, j'y arrivais pas. C'est-à-dire que j'ai essayé la symétrie émotionnelle, mais il se passait rien en fait. C'est-à-dire que je notais la démarche presque un observateur du déroulement là, des engrenages qui se mettent en place. Mais en fait, il n'y a rien au bout et il n'y a pas de... Je me suis pas retrouvé, on va dire, dans l'émotion destructrice si j'étais par exemple en forme d'émotion constructrice. Donc j'ai noté ça, alors que dans l'autre sens, il y avait quand même peut-être une aspiration à justement... Le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est ajustement ou pas régler un problème, mais amélioration, on va dire, alors que quand on est déjà dans un état émotivationnel joyeux ou, enfin, on va dire constructeur, dans l'endroit où on doit être constructeur, je repense à ton exemple de serpent, la machine ne semble pas, enfin en tout cas ma machine ne semble pas avoir d'intérêt à aller vers l'émotion destructrice. Je ne sais pas s'il y a du sens ce que je vous dis. J'abonde dans le sens d'Amaury parce que j'ai essayé effectivement cet exercice-là
Et ça m'a paru complètement, non pas inapproprié, mais complètement, ça me rendait inconfortable. J'étais dans un rapport un peu compliqué. Et puis, en même temps, je ne voyais pas forcément l'intérêt, alors que j'étais dans une émotion plutôt agréable et confortable, de créer une émotion de colère ou de tristesse. Et par ailleurs, pour aussi rebondir sur ce que Amaury disait par rapport aux termes qu'il cherchait, moi, je me suis rendu compte que le fait de remplacer certaines émotions destructrices ou inconfortables par une émotion contraire permettait aussi de désamorcer des situations difficiles. Donc, un peu comme le disait Stéphane, ou Aurélie, si on répond à la colère par la colère, ça va empirer la situation, alors même que si on remplace une émotion plus constructive, une émotion inconfortable par une émotion plus constructive, effectivement, tout de suite, ça peut déstabiliser aussi les personnes qui sont en face de nous. En fait, il y a un impact sur la relation avec l'autre. Donc, ça a un impact sur nous, sur notre propre biopsychomachine, mais aussi sur notre relation avec l'autre. Juste donner une forme de contre-exemple à ce qu'a dit Amaury, ça m'est venu. Dans un exemple de rôle émotionnel, on se retrouve dans une assemblée et le programme de notre rôle émotionnel est joyeux. Il est tout le temps joyeux, il veut toujours être joyeux, donc il met de la joie partout. Et c'est peut-être pas l'endroit, c'est peut-être pas le moment pour mettre de la joie. Et donc là, le programme du rôle qui veut toujours mettre de la joie pour évidemment peut-être s'échapper d'un moment tendu ou détendre, ben c'est à ce moment-là où on doit déprogrammer ce rôle qui n'est pas adéquat, qui ne correspond pas au moment pour passer d'un rôle très joyeux à un rôle plus sérieux. Mais ce que tu dis, ça rejoint le point qui est tu as utilisé le mot adéquat, en fait, c'est dans le contexte étant si l'émotion que la machine vit au moment donné n'est pas adéquate, l'exercice est rendu plus facile puisqu'on peut corriger, entre guillemets. Alors que si je suis dans un lieu où il est adéquat d'être, par exemple, joyeux, et que je suis moi-même machine et joyeuse, ce que je voulais dire, c'est que juste pour l'exercice, si tu veux, de l'émotion symétrique, là, effectivement, que je rejoins Carole, je ne sais plus quel mot tu as utilisé, c'était pas inconfortable, mais presque pas abstrait, un peu surréel, en fait, presque comme si ça n'avait pas de sens. Alors que pourtant, le même exercice dans le contexte opposé avait un sens complètement palpable. Oui, tu as raison. Et ça m'amène à penser à une situation que j'ai vécue il y a assez longtemps, dans le cadre d'un deuil également. Et par rapport à la douleur, par exemple, la biopsychomachine peut aussi elle-même avoir des sortes de ressources instinctives qui transforment une réaction de douleur en réaction pas du tout appropriée dans le contexte. Je pense à un fou rire dans un enterrement, voilà. Et alors, si on boucle sur la question du collectif, ou en tout cas des personnes, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a une vraie capacité de se mettre en résonance avec les autres. Et après, au niveau de l'énergie, justement, ça se multiplie. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends un fou rire
et que je suis à côté de quelqu'un qui est aussi dans la peine, il peut aussi Avoir le fou rire. avoir le fou rire, et ça peut se propager un peu comme la colère se propage dans un groupe, d'où effectivement le fait d'arriver à stopper est, à mon avis, une vraie progression. Et si en plus on est capable de façon très objective, justement en n'étant plus dans l'émotionnel, d'énoncer ce qu'il faut objectivement à une personne qui est dans l'émotionnel, en fait, ça crée effectivement des possibilités qui s'ouvrent, alors que de l'autre côté, en fait, le chemin enfin, semble descendant, en fait. Là, je vais revenir sur la notion de fou rire, parce que on appelle aussi le rire nerveux. Oui. C'est aussi dans nos sociétés qu'on s'est dit que rire, dans un moment grave, un enterrement, c'était mal. Oui. Peut-être que dans d'autres sociétés, au contraire, ça va être bien, parce que ça veut dire qu'on se soulage, on se libère du drame, de la tristesse, et que finalement, le mort qui est peut-être là en train de nous observer, se dit, bon, enfin, ils ont compris que j'ai plus mal dans le dos, j'ai plus mal aux pieds, tout va mieux, je suis libéré. Donc, on a des interprétations, on ne sait pas toujours sûr. Et je voulais revenir sur ce qui s'est dit un petit peu avant. Justement, la question de se dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, un peu le propos de Carole, mais aussi ce qui s'est dit juste derrière, bien sûr. Par exemple, je change complètement de registre, mais ça me paraît extrêmement important. Je l'ai d'ailleurs noté pour mon article chapitre dans le prochain livre. Toi, c'est sur la tête, ça arrive. Sans doute. Le problème, il est que, par exemple, c'est l'hiver, on a froid. Mais on a froid pourquoi? Parce qu'on n'a pas de ressources pour avoir chaud. Par contre, si on est en été et qu'on a chaud, la machine a chaud, ça a chaud. Et que là, au lieu de se dire simplement, j'ai chaud, c'est bien. C'est comme si je bloquais ma respiration, c'est comme une sorte de yoga, je vais bloquer mon chaud. C'est-à-dire je retiens le chaud, la sensation de chaud. Et je la retiens pour l'hiver. Et quand j'arrive en hiver et que c'est froid, l'hiver dans une partie de la planète où l'hiver est froid, bien sûr, pas en Australie, eh bien, je vais me dire à ce moment-là, voilà, je me rappelle, c'est une mémoire, hein, je réitère en moi le chaud, et donc j'ai à nouveau chaud. J'ai tenté beaucoup d'expériences là-dessus. Je parlais du monde bouddhiste lamaïste des Tibétains. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais commencé à tester ce genre d'expérience extraordinaire. On peut produire une chaleur interne. Mais j'ai travaillé aussi le contraire. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que c'est l'hiver, j'ai froid, et pareil, c'est pas j'ai froid, j'ai froid. Non, non. La machine biologique et psychologique dans laquelle j'existe, tant physiologiquement parlant, donc corporellement parlant, avoir froid. Et moi, je me distancie, je garde un souvenir du froid. Et quand j'arrive en été et que tout le monde transpire, je ne peux plus, mais c'est une canicule. Et moi, je me rappelle du froid, je rappelle le froid en moi. Au bout d'un moment, je suis très bien. Donc, la même idée sur le plan émotionnel, motivationnel, me paraît extrêmement intéressante, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'étais un peu en désaccord avec ce que vous disiez, tout en étant d'accord fondamentalement. Bien sûr, Carole, quand tu expliques que tu es dans un enterrement, tout le monde est là, je ne peux pas me mettre à éclater de rire, bon, si je le peux, bien sûr, mais d'une certaine manière, non. Ça, c'est culturel, ça nous a été inculqué, mais peut-être qu'il est intéressant de pouvoir se dire, enfin, moi je me suis j'ai tenté quelques expériences de ce genre, des moments où j'étais dans, alors ça va être lu d'ailleurs tout à l'heure sur la non-fonction 20, on a regardé tout à l'heure le texte justement alors, des étudiants en 2015-2016, d'ailleurs à Maurice tu es dedans, qui ont tenté des expériences justement intéressantes, notamment, on va le lire un peu après, mais pouvoir se dire, l'émotion, elle impacte qui? Mon rôle, pas moi.
Et donc, si moi je suis dedans le rôle et que je prends conscience du rôle dans lequel je suis, bien cette émotion, au lieu de m'effondrer, elle vient sur moi, mais c'est fini, elle ne m'effondre plus. Alors, je ne vais pas m'éclater les verres, évidemment, on est d'accord, hein. Stéphane, tu l'as dit, Carole l'avait dit avant. Bien sûr, il faut avoir conscience de l'aspect relationnel du groupe humain. Mais on peut en avoir conscience sans être prisonnier, prisonnière de ce mécanisme émotionnel. Bon. Alors vous me dites hein, si vous avez un rebond, sinon on va attaquer évidemment. Justement, ce dont je parlais, c'est... Excuse-moi, le rebond, c'est les techniques du cinéma. C'est l'identification que l'on a aux personnages et aux émotions qu'ils sollicitent dans les situations chez nous. En fait, on part complètement dans les rôles qu'on nous présente et on vit les émotions qui sont mises en scène pendant le film. Ce qu'on appellerait une neurocontagion émotionnelle, comme il y a aussi des neurocontagiones corporelles motrices. On est tout à fait dans les neurones miroirs, c'est extrêmement interpellant. Et en effet, on est hypnotisé par le cinéma et un rôle qu'on a observé plusieurs fois va se jouer en nous automatiquement dans des conditions analogues à celles du film, de la pièce de théâtre. Mais ce qui devient interpellant aussi, c'est que on peut prendre conscience que, c'est un peu terrible que je vais dire, mais j'ai déjà dit une fois dans une de nos sessions de travail de laboratoire, c'est que on peut se dire, là, je suis filmé. Et là, ça va sortir dans 10-20 ans, quelqu'un dira, ah, vous avez dit ça, puis vous avez répondu si, puis bon, voilà. Mais de quoi ce puis mélangé, et dans lequel on va tomber si on s'en oublie soi-même, oui, c'est ça la réalité. C'est qu'il faut prendre conscience que le théâtre, c'est aussi le théâtre de la vie, de tous les jours. Et quand on en prend conscience, quand on est dans le moment et qu'on se dit, il y a un rôle qui se joue à travers moi-même émotionnel. Et ce rôle qui se joue, bien, si les autres sont explosants, pétaradants, alors toujours dans l'article, je crois que j'en ai parlé récemment parmi vous, mais l'article chapitre pour le prochain livre que j'ai terminé récemment, eh bien, il y a un moment où je raconte comment m'est venu la première fois un stade 4 de veille, et comment j'étais dans un groupe de gens, et comment justement l'ambiance du groupe, avec derrière ça, c'était l'oracle, et c'est devenu orageux chez les grands singes sapiens. Oula. Et c'est là qu'il est intéressant de pouvoir seulement puiser dans notre mémoire des moments de calme et rester soi-même et se dire tout ça n'affecte, quand on m'insulte, on me tape dessus émotionnellement, ça n'affecte que ma carapace émotionnelle. Bon. Autre remarque, sinon on ose attaquer justement avec un tremplin intéressant la partie justement d'asymétrie en un seul mot, émotionnelle, motivationnelle. Je voudrais juste ajouter une petite parenthèse pour l'explication pourquoi ça serait plus dur de passer d'une émotion positive vers une émotion négative. Je pense que c'est parce que notre cerveau cherche toujours à être cohérent avec nos croyances et donc avec notre rôle. C'est-à-dire que, par exemple, une personne dépressive qui pense, qui croit qu'elle n'est pas aimée, par exemple, ou qu'elle n'est pas du tout heureuse parce que tout le monde lui tombe dessus. Dans ce cas-là, même pendant un moment agréable en famille, cette personne dépressive va soudainement penser à un événement tragique qu'elle a pu vivre jusqu'à avant. Et donc, cette personne va pouvoir changer cette émotion positive vers une émotion négative parce que, au fond, sa biopsychomachine croit que son rôle, sa nature est d'être malheureuse. Voilà. Tout à fait. Là, il y a un futur article de Carole qui travaille beaucoup dans ce sens-là. Et puis, pour celles qui nous écoutent, évidemment, référence dans le livre collectif de 2023 à un article
d'Aurélie ici présente, qui se posait la grande question de savoir pourquoi nous sommes, on pourrait dire, inféodés à nos croyances et surtout à la problématique de conceptualiser, ou plutôt de refuser, d'avoir quelqu'un en nous, plus exactement, qui refuse un concept qui nous est étranger, et comment pouvoir justement se libérer de ce refus. Et là, oui, on est sur des mécanismes, comme tu l'as dit, c'est logique, des mécanismes vraiment de grande logique. Je dirais que j'ai un cerveau assez bizarre par rapport à moi ce qui se dit, parce qu'en général, on n'en parle pas. Alors, il y a peut-être d'autres gens qui vivent ce genre d'expérience. Parfois, je suis dans une situation et mon cerveau, c'est comme un espèce de jeu très joueur, prend la situation contraire, c'est-à-dire, alors, je me souviens de l'enterrement de Madame Mère, ma chère maman que j'adorais. Je réalise que je suis dans le lieu religieux, l'église, pour parler clairement, puisqu'elle était chrétienne catholique, et la femme qui parle au micro devant tout le monde se met à pleurer. Et moi-même, je m'auto-observe, mais je peux rien à ce moment-là, c'est simplement un stade qui s'installe, en train de pleurer, je m'effondre à chaudes larmes, comme ça, je suis sur mon siège en train de pleurer. Je dis, voilà, l'animal dans lequel je suis, il pleure à chaudes larmes. Donc il y a toujours cet effet miroir, cet effet d'hypnose d'autrui, et depuis ce genre de scènes qui m'ont marqué, donc il y a déjà quelques décennies, je me suis dit, ça va pas. Et ça m'a amené à développer de plus en plus comment créer des inhabitudes, on y revient, à plusieurs niveaux et même au niveau émotionnel. Et il m'est arrivé encore récemment de me trouver dans des situations où, oui, il y avait telle situation, et moi je me disais, ah si je jouais à ça, plein dans une situation très sérieuse. Bon, après, je reviens à moi-même, non, il faut rester sérieux. Mais j'ai été choqué dans des moments de ma vie de m'auto-observer comme un esclave conditionné, enchaîné à être dans des mécanismes ridicules, puisque ce sont des mécanismes. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avant tout se libérer. Il m'est arrivé d'être en effet dans une situation joyeuse, et puis soudainement, justement, de jouer à me dire, et si là j'étais en pleine colère, alors que tout le monde est joyeux, je suis, enfin, la machinerie dans laquelle j'habite est joyeuse, avec tout le monde joyeux autour, et si jamais j'étais triste, et si jamais j'étais en colère, ça dure, je sais pas, un quart de seconde, hein, c'est très très rapide, l'expérience, mais ça me libère d'être dans la prison généralisée. C'est ça que je voulais simplement. C'est paradoxal ce que tu dis, parce qu'en fait, la question c'est dès qu'on s'attache et dès qu'on pense à, par exemple, je suis en colère, dès que ça s'enclenche. Dès que ça s'enclenche, en fait, ça ne se libère pas. C'est justement la question. Oui, alors, il y a une boucle d'itération par rapport à ce que tu viens de dire, Stéphane. Je suis en colère, c'est-à-dire, je travaillais avec Carole récemment là-dessus, justement. Dès l'instant où je dis, non, mais c'est important. Je n'existe pas. Mais oui, alors ça c'est Rimbaldien, Arthur Rimbaud, mais tout à fait, je est un autre. Mais dès que je dis je suis en colère, je m'identifie encore plus, je mets une couche à cette colère. Alors que si je me dis, et là c'est le langage qui change tout, le langage qui intéressait tant les Égyptiens dans l'Antiquité, même si Moonfall qui s'y intéressait, eh bien, si je dis ma biopsychomachine est en colère, ma biopsychomachinerie émotionnelle est en colère, donc plus précis, elle rit, ma psychomachine rit, mais oui, c'est ça. Et dès l'instant où je prends cette distance, déjà je commence à plus être totalement dans la colère. Apparaît brusquement une porte magique de sortie de l'enfermement, de la prison intérieure. Amaury, tu semblais vouloir parler. Non. Alors, Non. Ok. Carole, un mot de plus, ou Aurélie, ou sinon.
Non, non, non. Alors, on va revenir, donc on va lire un peu ce qu'avaient écrit nos étudiants en 2015-2016 sur le livre donc, non connectique enseignement. Ce qui est très intéressant, c'est que lors de la dernière session de travaux dirigés, on évoquait donc un étudiant qui raconte, eh bien, je suis dans la tristesse, j'en prends conscience et j'essaie de devenir gai. Donc, je me mets dans un programme de gaieté, du joyeux. Mais là, le même étudiant qui revient et qui nous explique, eh bien là, c'est plus une symétrie, mais une asymétrie. Ben là, justement, ça va être une autre forme de tristesse. Mais bon, je ne veux pas tout dire. Allez, Serge, ose nous dire. Donc ça, c'est une neurofonction 16. Neurofonction 16. Donc, expérience d'étudiant, donc le cours pratique numéro 25, inhabitude asymétrique et motivationnelle. Bon, expérimenter comment neurofonctionner émotivationnellement autrement de l'autrement, dans le sens d'asymétriquement, pour explorer le commencement de l'immensité de notre liberté. En référence à ce qu'a dit Danfi. Donc, expérience d'étudiant, d'étudiante, neurofonction émotivationnelle numéro 16, donc expérimentation d'inhabitude asymétrique et motivationnelle. J'ai expérimenté pouvoir être non pas gai au lieu de triste, mais devenir d'une tristesse différente, la tristesse habituelle, que connaît, selon sa neuroprogrammation affective, mon neurosous-système émotionnel. Alors déjà, ça vous plonge dans la symétrie. Mais oui, c'est vraiment intéressant. C'est pas, évidemment, c'est logique. Quand j'ai construit le cours, j'ai construit d'abord du plus simple. Et évidemment, on était à droite, on va être à gauche et autres. Mais là, ça va être, je vais être à droite, mais dans une droite un peu plus modérée. Bon. Alors, je lis quelques exemples. Oui. Alors, la neurofonction émotivationnelle numéro 18, donc ça, ce sont les émotions en mouvement. J'ai auto-observé comment changer un paramètre affectif dans sa modalité d'application et cognitif, dans ce qui la structure pour construire une émotion asymétriquement différente d'une émotion jaillissant de moi, plutôt par moi habituellement. Donc, on va passer à la neurofonction émotivationnelle. Oui, celui-là, je ne l'avais pas coché parce qu'il n'était pas génial. Mais par contre, ce que j'ai coché à numéro 19. Pour inverser asymétriquement un mal-être qui me produisait usuellement une gorge serrée, je me suis desserré la gorge avant le moment habituel de ce mal-être. Il en résulta, Pavlov Skinner, que le chien en moi, égal mon corps, ne fut pas pris à la gorge, le moment angoissant arrivant, dans ces conditions, heure, lieu, contexte humain, comme d'habitude, tout en me permettant alors d'auto-observer ma biopsychomachine désengorgée. J'ai repris et poussé l'expérimentation basique d'Amaury, ici présent, modifiée par Aubry, après avoir désengorgé ma biopsychomachine, j'ai auto-observé qu'en répétant plusieurs fois l'expérience, en la maintenant dans une sorte de sustain, l'émotion attachée à cette émotion-sensation de gorge serrée, et donc ce mal-être, nous envahissant dans certaines conditions précises habituelles de l'existence, disparaissait tout simplement. Tiens, les réactions, c'est vrai que c'est intéressant. Comme désengorgement à plusieurs niveaux. J'ai l'impression qu'il y en a qui voudraient qu'on relise le second paragraphe. Même le premier, je peux tout en dire. Qu'en dites-vous? J'essaie de bien comprendre ce qui qualifie d'asymétrie, par exemple dans ce dernier exemple, c'est-à-dire qu'au lieu de contrecarrer une émotion A avec une émotion A bar,
ou une émotion opposée. Je vais faire jouer d'autres outils. Par exemple, desserrer on va dire la gorge serrée, c'est plus une émotion destructrice. Et au lieu de penser à une émotion constructrice, j'utilise une réponse physique, on va dire, à ce qui se passe dans la machine, c'est ça? En fait, c'est toujours biaisé, en réalité, c'est ça, l'asymétrie. C'est-à-dire, on ne va pas, justement, prendre ce qui est le contraire. Exactement ce que tu viens de dire, on va trouver un moyen de changer, mais pas changer radicalement, peut-être plus souplement, plus inventivement. D'accord. Oui, parce que, donc, je relis, j'ai repris et poussé l'expérimentation basique d'Amaury, modifiée par Aubry. Après avoir désengorgé ma biopsychomachine, j'ai auto-observé qu'en répétant plusieurs fois l'expérience, en la maintenant dans une sorte de sustain, l'émotion attachée à cette émotion-sensation de gorge serrée et donc de mal-être, nous envahissant dans certaines conditions précises, habituelles de l'existence, disparaissait tout simplement. Alors, attaquons les suivantes, comme ça va vous donner plus de matière pour bien comprendre l'asymétrie émotionnelle. Neurofonction et motivationnelle numéro 16. Auto-observant mon neurosystème et motivationnel confronté à un mendiant, d'habitude, quelques neurones émotivationnels en moi donnent une pièce de monnaie. Et en termes d'inhabitude symétrique, j'avais pu tester d'en donner 2, d'en donner une avec un sourire. Là, pour explorer l'inhabitude asymétrique dans mes fonctions affectives, depuis mes fonctions cognitives, j'ai orienté ma motivation vers une aide plus globale et plus durable. Écrire un article pour sensibiliser mes concitoyens ou, mieux, les pouvoirs publics à la question de la pauvreté, voire entrer en politique pour penser un système économique et institutionnel qui endigue la précarité puis la pauvreté qu'elle génère. Là, on a tout de suite la réponse neurofonction 9, on pense évidemment neurofonction 16, puisque c'était le cas, se dire, finalement, je suis dans un espace intellectuel, je suis dans un espace motivationnel, et je vais changer carrément d'espace. Donc là, on est dans une asymétrie. On n'est plus, tiens, je donne 2 pièces au lieu d'une. Neurofonction et motivationnelle numéro 20, donc liée au rôle dont on a parlé et motivationnel. À partir de l'idée qu'un interlocuteur qui nous est habituel va, selon son habitude, nous insulter, produisant alors en nous une cascade de réactions motivationnelles, les réactions neuroprogrammées du primate usuel dans la peau duquel nous nous réveillons chaque matin, j'ai exploré des possibilités réactives non symétriques, telles que passer devant l'insultant sans m'arrêter, sans paraître offusqué de ses sous-entendus blessants pour quelques neurones conditionnés émotionnellement à en être blessés dans ma biopsychomachinerie. Maîtrisant des mois d'un travail d'étudiante neuroconnecticienne acharnée et passionnée par ce domaine de recherche expérimentale, j'ai même pu dépasser cette émotion perturbatrice en considérant l'asymétrie ici dans le fait de pouvoir glisser dans ma machinerie de l'émotion, m'assaillant au fait que cette émotion n'atteignait que le rôle émotionnel, dépendant du rôle corporel et social se jouant à travers moi quand je croisais l'interacteur insultant. L'exploration de cette inhabitude motivationnelle asymétrique m'a montré que je pouvais entendre une insulte qui me blessait jadis et qui, là, ne blessait qu'un rôle, se jouant en moi, me laissant complètement indemne motivationnellement au-dedans. C'était notamment de mémoire une fille qui portait souvent des jupes courtes. Donc il y avait des gens insultants, qui pouvaient concevoir la situation.
Mais voilà la force intérieure de se dire on n'insulte que ma carapace, je disais un petit peu avant. Neurofonction émotivationnelle numéro 15, contraction décontraction motivationnelle. Tandis que je m'auto-observais dans une désespérance, au-dedans d'un moment d'inactivité où j'étais cloîtré, solitaire et éloigné de ma bien-aimée, j'ai expérimenté de mettre à profit le temps libre, le mauvais temps climatique, autant que psychologique, produisant réactionnellement cette désespérance, pour commencer à d'écrire dans mon journal intime la cause de mon état, celui d'un amoureux transi, angoissé, car ayant peur de perdre l'être aimé, alors incontactable. Cette prise en cerveau, comme une prise en main, de cet état émotionnel m'a permis d'être moi-même. D'être moins l'automate réactif schizoïde, non réuni par des connexions neuronales, à d'autres fonctions, non fédérées par un « je », J majuscule E, émergeant de ces connexions, parce que non connecté aux autres fonctions neuronales, que me permet d'activer une bonne connaissance expérientielle de ma neuroconnectique cérébrale. Ici, par l'exploration d'une inhabitude asymétrique et motivationnelle, une émotivation entrante, émotion, perturbatrice, a été expérimentalement transformée en émotivation sortante constructrice, motivation déclencheuse de cogitation motivée puis d'action motivée. Numéro 15. Alors, est-ce que tout ça vous nourrit, vous parle, vous questionne, vous permet d'anticiper, d'envisager les exercices et les expériences pour les jours qui viennent avant notre prochaine rencontre. Et si vous avez un souci, d'ailleurs, vous pouvez penser, quand on avait travaillé des inhabitudes corporelles asymétriques, quand on avait travaillé aussi sur le plan intellectuel. Une légère modification, C'est ça. Possible. Modifier le processus n'est pas à l'inverse, non, d'une autre façon. Oui, déjà. En intensité, une joie intense, une joie un tout petit peu moins intense. D'accord. Ça reste dans le registre de l'émotivationnel. Tu stoppes et auto-observes une joie intense et tu passes d'une échelle de 1 à 10, tu passes de 10 à 5 par exemple. Ça, c'est de la modulation de fréquence. D'accord. Parce que ça vous paraît jouable, justement, en disant si, c'est extrêmement intéressant et interpellant. C'est ce dont on a parlé un peu avant, c'est j'ai une colère, mais bon, je ne me dis pas je vais passer à la joie parce que faut arrêter cette colère. Non, je vais travailler sur une colère un peu moins coléreuse, ou une colère orientée spécifiquement vers un tel ou vers tel problème, mais pas vers tout le monde et pas vers tous les problèmes. Ça peut être dans la vie de tous les jours, une colère adaptée, on en a parlé tout à l'heure, adaptée au moment, en adéquation avec ce qui est en train d'être. Pour moi, c'est assez difficile dans le sens où, par exemple, l'émotion symétrique, pour passer de la colère à l'opposé de la colère, c'est un passage par justement des stades, on passe de 10 à 5 à 0 à moins 5 à moins 10, quoi. Donc, on passe par ce stade. Et du coup, pour moi, l'exercice là,
par exemple, pour contrôler ou réduire la colère on va dire de 10 à 5, sans penser à l'émotion symétrique, par exemple. Je pense que c'est ça la différence par rapport à la symétrie. Je vous avais raconté une anecdote quand j'étais un jeune homme d'une trentaine d'années, où j'étais dans un train, où je suis assis, je sens un frottement sur ma nuque. C'est finalement une fille qui est derrière avec ses cheveux longs. Je dis, bon, vous pourriez peut-être arrêter. Et c'est là que son copain, son camarade, son amant, quasiment me tombe dessus. Et là, je trouve la situation tellement burlesque que quelqu'un en moi va éclater de rire. Et je suis en train de me boxer avec quelqu'un, j'éclate de rire. Donc, enfin, la machine dans laquelle j'habite éclate de rire. Et évidemment, là, il faut arriver à temporiser, donc se dire, oh là, l'autre, il a l'impression que je suis en train, en plus de l'insulter, parce que j'éclate de rire, alors que lui est vraiment chauffé parce qu'on a osé, entre guillemets, insulter sa compagne. Donc, il faut que je calme, il faut que je remplace mon rire par l'air un peu sérieux. Enfin, donc, on s'aperçoit de toutes ces émotions qui vont dans tous les sens. Et à l'origine, on est exactement dans ce qui s'est dit avant sur la question d'un décès où on va avoir un éclat de rire devant la situation. C'est-à-dire, quelqu'un qui est mort, on est tous là en train de pleurer, mais ça ne va pas le ramener. Donc, c'est tellement absurde, tellement triste. Et c'est là où on a le rire nerveux qui explose. Mais ce qu'il va falloir, c'est à ce moment-là se dire, c'est pareil. Je suis en train de me battre comme un idiot avec quelqu'un qui s'énerve comme une pacotille. Ça m'amène à l'éclat de rire. Mais non. Donc là, ça, c'est justement une symétrie. On est sur un excès qui amène l'excès contraire. Mais ce qu'il va falloir, c'est justement temporiser. Et je me souviens d'une expérience que j'avais tentée parfois, plusieurs fois d'ailleurs, en ayant d'ailleurs découvert quelqu'un qui m'a initié là. Tu sais, qu'on découvre quelqu'un qui est dans une situation donnée, soit on ne comprend rien, soit on s'enfuit en disant voilà, c'est bien bizarre, soit on le prend en soi en disant ah, ça m'enseigne. C'est l'idée de se dire je suis en train de discuter quelqu'un, je suis en colère, parce qu'il faut être en colère devant quelqu'un d'innocent, passe là, un petit enfant ou autre, qui n'y est pour rien. Donc ce quelqu'un d'innocent, je vais me tourner vers lui, vers elle, lui adresser un grand sourire radieux, et le quelqu'un qui était là, en ne disant pas trop approcher de ces gens-là, tempétant, explosant, et qui reçoit ce sourire radieux, et après je retourne vers l'autre, et je repars dans la colère. Voilà. Et ce que je disais un petit peu avant, c'est fondamentalement la notion de jeu. On n'est plus prisonnier de ce monde-là. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. En fait, on a pris une distance, désidentification. On n'est plus identifié aux pleurs, à la situation de colère ou autre. Voilà. Carole qui. L'exemple que tu viens de donner d'Anne-Phil, c'est la neurofonction 18, le mouvement émotionnel, émotivationnel, de passer, être conscient de la colère qui nous submerge, mais dans une relation, dans une situation particulière. Quelqu'un d'autre ou une autre situation se présente et là, il y a un mouvement vers le sourire, la joie, et on retourne vers la colère. C'est ça, c'est cette neurofonction-là que tu... Tout à fait, l'exemple qu'on a vu, que je n'avais pas souligné, il n'était pas bon, en effet, pas très intéressant, pas très évocateur, mais celui-là, oui, est très clair. Justement, on a tendance, ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs, on revient toujours sur le figeage, je ne trouve pas d'autre mot, on est prisonnier, figé, fixé dans une posture corporelle, dans une posture intellectuelle, ou dans une posture émotionnelle, motivationnelle. Et là, c'est le cas. Et soudainement, on en prend conscience, il y a un éveil dedans, et là, on va réaliser, on va contrôler, décider un mouvement. Allez, je veux un mouvement. C'est comme si on glissait sa main sur le visage quand on est en pleurs, puis on prend la moue de j'éclate de rire, puis on reprend le visage de je pleure. Voilà, un mouvement, un deuxième mouvement, ou un énième mouvement émotionnel, motivationnel.
Et ça change tout. Ça nous libère justement de ces fameux. C'était le principe d'ailleurs dans le livre collaboratif, le texte d'Angela sur le stoppage, qui partait de. On est pris soudainement dans une vie fixe. C'est redondant parce qu'on a une émotion derrière. On m'a insulté, on m'a pas reconnu, on m'a blessé. Et puis ça revient, et puis il faut stopper ça. Et là, on peut changer de route, on peut effectuer un mouvement intellectuel, ou en l'occurrence ici un mouvement émotivationnel. Sinon, on reste dans le 19, tu restes bloqué avec la colère. Complètement. Ou dans la tristesse, ou dans le dégoût, enfin toutes ces émotions primaires, voire des émotions secondaires. Là, c'est en référence à ce que tu... Tout à fait, mais il faut élargir ce que tu dis, la notion à développer, justement, de se rendre compte que, quelle que soit l'émotion qui nous assaille, il faut pouvoir jouer avec des mouvements pour, justement, s'en libérer. Pour se libérer de la posture. D'où ce que je disais avant, qui paraissait un peu baroque, ou oui, se dire, si je peux me découvrir dans une émotion donnée et jouer avec l'émotion contraire, une émotion vraiment qui ne va pas du tout. Alors, j'étais dans une émotion joyeuse, par exemple, et je suis en train de me rappeler d'une tristesse. La tristesse m'envahit, mais non, elle m'envahit, mais je sais que je suis en expérience. Donc, je vais, dans quelques instants, redéclencher le neuroprogramme joie. Simplement là, je passe par. J'ai créé ce mouvement, et simplement que ça crée dans mon cerveau, là, on est plus en effet vers la neurofonction 17, la neurofonction, là en l'occurrence, excuse-moi, 16, justement. On va glisser, voilà, exactement, d'un espace à un autre. On était dans telle émotion, on se promène justement, mouvement, on y revient, vers telle autre émotion, mais de 19, on revient à la neurofonction d'avant, c'est-à-dire, on se dit maintenant, je reviens à me stabiliser dans l'émotion d'avant, mais je peux revenir sur un mouvement, et au bout d'un moment, ça y est, on s'est tellement habitué à jouer sur ces émotions, on n'est plus prisonnier. Pour l'exemple que tu as donné, c'est une situation baroque, moi j'aurais plutôt dit une situation rock'n'roll. Oui, c'est Schtroumpfant, c'est sûr. T'es dans la joie, et soudainement tu te rappelles que tu pourrais être triste, et tu dis, allez, je vais m'offrir une tristesse, là, quelques fractions de secondes, et je reviens dans ma joie après. Allez. Je me rappelle, c'était triste. Maintenant, rejoie. Oui, c'est spécial, c'est vraiment rock'n'roll, comme tu dis, mais c'est le meilleur moyen pour arriver après à avoir une capacité de ne pas être dans l'espace émotionnel emprisonnant et justement s'en libérer. S'extirper. Oui. Bon, je vous observe un peu tous, plus ou moins pensifs, à vous dire waouh, le pain sur la planche, c'est beaucoup de travail. Ça vous paraît supportable, intéressant? C'est surtout les rappels décisionnels de stoppage vers ces émotions, sentiments qui sont là, présents au quotidien. Alors, ça aussi, toujours se rappeler du but, du cap. L'objectif, c'est la libération intérieure, c'est se dire, il faut pas que je reste identifié à tel ou tel processus. Alors, une posture corporelle, une posture intellectuelle ou conceptuelle, mais aussi une posture émotionnelle, motivationnelle. Et c'est l'enfermement. Et puis, en plus, après, on en a parlé un petit peu, après, ça devient addictif, c'est-à-dire on va répéter, ça a été dit tout à l'heure. Et le risque, c'est après, les gens qui tombent en dépression, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ces formes de répétition. Et comme je vous en avais parlé, qui est noté dans un livre, et je l'ai réévoqué d'ailleurs pour le lire, j'espère bientôt, dans 1 ou 2 ans, quand on va sortir le prochain livre collaboratif, j'espère évidemment, c'est cette expérience que j'avais tentée il y a déjà pas mal d'années, je vous en ai parlé, j'avais observé que j'avais des déprimes d'hiver, la machinerie, avait des émotionnels, avait des déprimes d'hiver. Et un hiver, quand commence l'hiver et je me rends compte, une petite tristesse, oui, qui vont fêter fin d'année, et puis peut-être pas moi. Et je me dis, et je vais explorer ça. Et le jeu qui se parle à ce moment-là, c'est un jeu conscient, un jeu de laboratoire qui observe le mécanisme. C'est un 2 de veille réveillé dans
les moments, les jours où ça va dire, oh, je suis vraiment triste. Oh, à quoi bon la vie? Oh, pourquoi je suis là? Oh. Jusqu'au moment où on est arrivé au fond du fond de la dépression. Puis là, j'appuie sur le moteur. D'ailleurs, c'est un mot de Stéphane il y a quelques temps sur les ressorts. C'est tout à fait ça, c'est un ressort. Bing. Et là, c'est la compression parce qu'il y avait qui était à côté une présence. On peut être là en train de parler, on ne sait pas qu'on parle. Mais on peut être là en train de parler en habitant dans la machine qui parle. Mais vraiment, l'auto-observateur ou l'auto-observatrice, complètement là. Et dans ces moments de présence intense, la dépression, elle peut venir, la déprime totale. Et je suis là, donc, à un moment donné, j'appuie sur allez, on repart, on continue, mais la joie revient. Pour nos auditeurs, auditrices, pas qu'on reste trop longtemps dans le silence, on se dit, oh là là, quel ennui. Non, je pense pas. Je pense que plutôt, beaucoup de gens vont se dire, waouh, c'est interpellant tout ça, et l'expérimenter, c'est encore plus intéressant. Aurélie, je vois une bouche presque en train de parler. Non? Non, non, non. Non, j'essaie juste de visualiser l'exercice. Donc, ce que j'ai en tête, c'est que pour la symétrie, c'est freiner d'un coup ou accélérer d'un coup, alors que l'asymétrie, avec en un mot, c'est plutôt de freiner ou d'accélérer doucement, ensuite de revenir peut-être en arrière ou en avant, mais toujours doucement, à différents degrés. Tout à fait, une notion de modulation, donc il faut qu'il y ait une conscience qui apparaisse pour moduler, et donc ça implique le doucement dont tu parles, absolument. L'étudiant qui avait écrit, pour le cours d'avance, c'est assez intéressant quand même, qui m'observe dans la tristesse et qui décide d'entrer dans la gaieté. Allez, je suis dit, youpi. Bon, évidemment, c'est un moyen de sortir de la tristesse, mais c'est excessif. Par contre, c'est beaucoup plus lent, et justement doucement, de se dire, je me sers à nouveau dans la tristesse, mais là, je ne vais pas me dire, allez, je m'en sors par la grande gaieté, allez, je festoie, je bois bien avec les amis, tout ça. Non, mais je vais travailler sur une autre forme de tristesse. Alors, d'autres questions, si vous avez des interrogations avant d'entrer en expérience dans les 2 semaines qui viennent, ou pas. Bon, alors je vais proposer de clore la partie enregistrée et donc saluer les auditeurs et auditeurs